Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Akamanchi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode sur les meilleurs matchs d'une année, suite de la série. Aujourd'hui, on va faire l'année 1981 et la vidéo devrait être courte parce qu'en fait, je lance la vidéo mais j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Mais j'avais envie d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, je vais pas hyper détailler les matchs comme je l'avais fait lors de la vidéo sur l'année 1980. Ça va être un peu plus bref, mais voilà, j'espère que ça vous donnera quand même envie d'aller voir les combats. Donc on va commencer par le match numéro 10, à savoir, j'ai noté Dory Funk Jr. contre Terry Funk, son frère, frère contre frère, qui a lieu à la All Japan Pro Wrestling. J'ai pas noté la date, bon, je le mettrai dans la description de la vidéo en dessous. Je crois que c'est un match du mois d'août de mémoire, bon, bref, on s'en fout. Match qui est pour la première défense de titre de Dory Funk Jr. pour le championnat international de la NWA. À ne pas confondre avec le championnat poids lourd de la NWA, le titre le plus prestigieux de la NWA. Le titre international, c'est un peu un titre secondaire. Oui, secondaire, mais c'est aussi et surtout parce qu'il a été grandement oublié dans l'histoire. Donc déjà, le match, j'ai choisi en tant que numéro 10, j'aurais pu choisir plein d'autres matchs à 3,5. Mais je trouvais ça un peu original, la manière dont était amené le match. En gros, sur ce show-là, devait avoir lieu la finale d'un tournoi pour désigner le nouveau champion. Et la finale devait opposer Dory Funk Jr. à Bruiser Brody. Mais Bruiser Brody est officiellement blessé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc il ne peut pas participer à la finale. Donc Dory Funk est couronné, nouveau champion international. Voilà, parce que voilà, il y a un forfait en finale. Donc le finaliste qui est toujours valide prend le titre, normal. Et donc, on décide de. Vu qu'il n'y aura pas de match pour couronner un champion, le champion va défendre son titre tout de suite. Et pour désigner un challenger, chose originale, bon, c'est un peu la magie des années 80 parce qu'on verrait ça aujourd'hui, on dirait tous, non mais c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi. En gros, il y a tous les lutteurs qui viennent au ring, et puis il y a un officiel qui arrive avec des enveloppes. Et en fait, dans une enveloppe, il y a un. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans une enveloppe, mais il y a certainement un bon, je sais pas, je sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais celui qui va tirer l'enveloppe, la bonne enveloppe sur toutes les enveloppes, aura un title shot à Dory Funk Jr. Et incroyable coïncidence, incroyable hasard, c'est le frère de Dory Funk qui tire la bonne enveloppe, donc Terry Funk. Et ça donne un petit moment assez sympa au début d'émission parce que Dory Funk est couronné champion, donc il prend la ceinture, machin. Il y a tous les lutteurs du roster qui sont autour, donc tous les mecs de la All Japan. Avec les gaijin, les japonais, tous sont mélangés. Ils tirent tous l'enveloppe. Ils regardent tous, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et Dory, il regarde un peu les réactions de tout le monde. Et il y a Terry qui est loin dans un coin. Et lui, tu vois que c'est lui qui a gagné. Tu piges direct. Et tu vois Terry qui regarde Dory en train de chercher. Putain, je vais affronter qui, machin. Je dois me préparer à qui. Et t'as Terry qui arrive derrière, lui tape sur l'épaule. Et fait ah, c'est moi et tout. Et là, t'as le public qui commence à comprendre qu'ils vont avoir un match entre les Funk. Donc c'est sympa, je trouve. Il n'y a pas de mérite du tout à devenir challenger dans ce genre de dans ce genre de procédé, voilà. Mais bon, ça fait pas de mal. C'est un petit truc assez sympa. Et puis le match derrière est franchement très bien accroché. Alors c'est typiquement le genre de match des années 80 qui va pas plaire à tout le monde. Loin de là. Parce que c'est un match, alors j'ai pas regardé la durée, je pense qu'il doit durer entre 15 et 20 minutes. Mais je pense qu'il y a plus de la moitié du match qui se passe au sol. Mais c'est un match qui est quand même vachement construit parce que généralement quand on pense match qui passe beaucoup de temps au sol, c'est un match lent. Alors c'est un match lent, mais c'est un match où il se passe pas grand chose. Et là, au contraire, les années 80, et c'est la force de ceux que je considère moi comme les vrais bons lutteurs de l'époque, c'est les mecs qui arrivent à rendre ce qu'ils font crédible, euh, qui arrivent à faire passer ce qu'ils font pour vrai, et qui rendent ces choses-là intéressantes. Donc il y a toute une construction au sol sur tac, je te mets dans telle situation, qu'est-ce que tu vas faire. Hop, le mec qui est dominé, il va tenter plusieurs sorties, mais le mec qui est en train de dominer, il va pas le laisser sortir facilement de la domination. Donc voilà, ça peut être tout un petit jeu comme ça, un petit jeu de réponse. Tiens, je tente ça, qu'est-ce que tu fais? Hop, tiens, je vais retenter ça. Je sais le compte que tu vas tenter, donc je vais essayer d'anticiper le compte que tu vas faire. Et ça met toute une petite stratégie en place qui est assez sympathique.
et ça monte petit à petit. Le finish est un peu plat, mais voilà. Je pense qu'ils n'avaient pas l'ambition de faire un top match, et ils ont quand même réussi à faire un match vraiment chaud. Match numéro 9, Stan Lane contre Takano, le 24 juillet. Là, cette fois-ci, on passe du côté de la New Japan Pro Wrestling. Match très accroché et un match qui tourne quasiment exclusivement sur les fondamentaux. Stan Lane, Takano, surtout Stan Lane, qui est le lutteur qui a le plus d'expérience entre les deux, vont briller sur les fondamentaux. Ils vont faire que des choses simples, mais ils vont exceller dans le truc, et ça va être un peu la même construction que le Dory contre Terry dont je parlais juste avant, avec un petit côté catch as catch can, léger, pas non plus hyper développé, mais qui est quand même assez sympathique. Match numéro 8, on reste du côté de la New Japan Pro Wrestling. Tatsumi Fujinami et Tiger Mask contre Pete Roberts et Solitario. Match tag, toujours à la New Japan, très dynamique, très fluide, très technique, beaucoup d'échanges, enfin beaucoup de changements pour amener à chaque fois des situations de match différentes, avec des match-ups différents dans le ring, et des styles qui se marient bien et des styles assez différents. Parce que voilà, Solitario c'est un peu un luchador, mais pas trop, mais un peu. Tiger Mask, bon, on connaît Tiger Mask, son côté un peu high fly, tout ça. Tatsumi Fujinami, Pete Roberts, très technique. Tiger Mask est aussi capable de faire de la lutte technique. Donc ça met un mariage assez sympathique, très dynamique. C'est un match qui pourrait clairement avoir lieu à notre époque aujourd'hui, que ce soit en termes de rapidité, de nombre de moves euh, à la minute, j'ai envie de dire. Donc voilà. Je vous l'ai dit, on va essayer de passer assez vite. Match numéro 6, il s'agit de Ric Flair contre Pat O'Connor, qui a lieu le 3 mai. J'ai pas noté la promotion. C'est pas grave, je vais le mettre en dessous. Voilà, même dynamique que les matchs numéro 10 et numéro 9. Très lutte au sol, etc. Tiens, je te mets dans telle situation, qu'est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu vas essayer de t'en sortir, hop, je vois que tu fais ça, bah tac, je vais faire plutôt ça pour contrer ta tentative de sortie, etc. Ce qui est sympathique, c'est que... Alors, sympa. Ce qui est différent comparé aux autres matchs aussi, c'est que on a un Ric Flair, pour une fois, qui est un peu dans le rôle du genou, parce qu'on n'a pas O'Connor en face, qui est vraiment un vieux de la vieille, il a été champion de WWE, je crois, dans les années 50 ou dans les années 60, plutôt 60, je dirais. Euh, hmm. Ouais, allez, on va dire 60, je sais plus quand, mais voilà. Et c'est vraiment lui, le vieux briscard, qui va essayer de se jouer de Ric Flair. Et c'est quelque chose qu'on a quasiment jamais vu, donc c'est quand même assez sympa à voir. Et Ric Flair se débrouille vraiment bien. Alors c'est plus dynamique, plus court que le match entre les Thugs. Je crois que ça doit durer à peine plus de 10 minutes ce match-là, 11-12 minutes. Voilà, c'est un bon condensé. Le finish est original, je vais vous le spoiler. Et c'est bien parce que ça donne un côté réaliste, parce que c'est un truc que je pense que tous ceux ici qui ont joué à un jeu vidéo de catch a un jour fait cette technique. C'est, je prends mon adversaire, je l'emmène à l'extérieur, je lui fais une prise de soumission, je maintiens la prise de soumission. Alors l'arbitre compte, forcément, on est dehors. Je maintiens la prise de soumission jusqu'à 5-6, hop, je lâche la prise, je remonte dans le ring, et bah mon adversaire, il vend à l'extérieur, hop, compte de 10, j'ai gagné. Parce que voilà, à l'époque, ce qui était fort aussi, c'est qu'une victoire par disqualification ou une victoire par décompte extérieur, c'était pas des victoires au rabais. Une victoire, c'est une victoire. Et voilà, j'étais battu en fait, c'est tout. Et c'est plus tard, les années 90, machin, qu'on va un peu, notamment avec l'attitude era. Ça a commencé, je pense, un peu avant, mais aussi avec l'attitude era beaucoup. C'était des finishes et des manières de gagner qui n'étaient pas. Qu'on ne valorise plus, qu'on n'a plus valorisé à partir de cette époque-là, et que par facilité scénaristique, pour continuer les feuds, etc., ou pour protéger des gens, on a conservé pour pouvoir avoir des petites sorties et machin. Donc voilà. On passe au match à 3-3 quarts. On a un Dory Funk Jr. encore lui contre Mike Graham. On n'a pas la date. Enfin, moi j'ai jamais trouvé cette date. De la vraie date. Parce qu'il y a plusieurs dates qui sortent. Alors c'est au mois d'août 1981. Mais en fonction de où est-ce qu'on cherche ce match et où est-ce qu'on le trouve, on trouve pas des dates toujours pareilles. Donc bref, on s'en fout. Ce match, particularité, c'est un Australian Rules match.
Alors je sais pas si c'est une vraie stipulation qui existe en Australie, machin, ou si c'est juste ponctuel, un peu comme WWE peut faire de temps en temps, genre les Samoan strap match, parce qu'il y a des Samoans, ou sinon si c'est pas des Samoans dans le match, on fait exactement le même match avec la même stipulation, mais on n'appelle pas ça Samoan strap match, on appelle juste strap match. Voilà. Est-ce que là, parce qu'il y a un Australien dedans, on dit que c'est un Australian Rules match? Je sais pas. Voilà, en gros, c'est un match qui a 7 rounds, voilà, de 5 minutes. Donc c'est un peu... voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ce genre de stipulation avec des rounds machin. Mais pour le coup, c'est vraiment une stipulation qui est hyper bien exploitée. En gros, les lutteurs font débutent un round, 5 minutes. Si au bout de 5 minutes, il n'y a pas de gagnant, ben, le round est considéré comme nul. Hop, chacun repart de son côté et on revient pour le round suivant, etc. etc. On peut gagner un round par tomber par soumission, décompte extérieur ou disqualification. Et ça fait un point pour celui qui gagne le round. Au bout de 3 minutes, c'est un tombé de Dory Funk sur Graham. Eh ben, le round s'arrête au bout de 3 minutes parce que Dory Funk a gagné. Hop, 1-0. Chacun de son côté et on repart pour le round suivant, etc. etc. Pour, pour à la fin des 7 rounds, si on doit aller au bout des 7 rounds, déterminer qui est le gagnant. C'est un match qui est long, forcément, mais qui est super digeste parce que très intéressant. Ils ont hyper bien exploité la stipulation avec voilà, le babyface en péril, mais il revient, nanani, il s'accroche, etc. Et après, à un moment donné, voilà, les heels qui essaient de gagner du temps. Je dis les heels parce que forcément, c'est Dory Funk Junior, et comme le disent les commentateurs, à chaque fois qu'il y a un Funk, il y a l'autre Funk qui est obligé de se ramener, machin. Donc il y a Terry Funk qui arrive aux abords du ring, il va se mêler pendant le combat, etc. Mais voilà, jusque-là, le meilleur match, forcément. Ensuite, on a Grand Hamada contre Tiger Mask. Je vous parlais de Grand Hamada, je crois que sur ma dernière vidéo. C'était quoi? Ouais, c'est quand je parlais du Sir New Japan, je crois que c'était voilà, la fuite des talents pour créer UWF. Et je vous disais que dans ce tas-là, eh ben, il y avait Tiger Mask, donc Satoru Sayama. Et il y avait Grand Hamada qui était un peu son prédécesseur dans le style. Vous imaginez bien le type de match, très dynamique, très fluide, un peu avant-gardiste. Dans la lignée des Tiger Mask Dynamite Kid, mais un peu moins débile, j'ai envie de dire. Parce que des fois, alors on parle des Tiger Mask Dynamite Kid. Alors j'entends tout le côté avant-gardiste, révolutionnaire, mais je trouve pas que ça faisait des bons matchs. À chaque fois en tout cas. Euh, Parce que au niveau du selling, en termes de construction, c'était quand même souvent assez faible. Alors que là, c'est plus construit. Et voilà. On comprend très. Alors, si vous allez regarder ce match, vous allez très clairement comprendre pourquoi Grand Hamada était une star avant Tiger Mask. Parce que forcément, on se dit Tiger Mask, il est avant-gardiste, machin, donc c'est pour ça qu'il a été hyper populaire. Il était bon aussi. Mais il y avait déjà Grand Hamada. Donc vous imaginez bien que Grand Hamada, lui, a commencé à faire ce genre de truc. Il y avait absolument personne qui faisait ça. Donc lui, il démarquait encore plus que Tiger Mask quand lui, il démarquait. Voilà. Bref, on passe. On arrive dans le top. Alors j'ai pas noté 1, 2. 1, 2, 3, 4. Top 4, normalement. Match à 4 étoiles. Nick Bockwinkel contre Tito Santana au Texas. Le 20 novembre 1981. Je précise le 20 novembre parce qu'il y a un deuxième match. Je crois que ça compte une deuxième fois, enfin une autre fois sur l'année. Et c'est pas ce match-là qui est dans le top. C'est celui du 20 novembre. Un truc super. Les promos d'avant-match. Avec. J'ai oublié son nom. Enfin, j'ai pas oublié son nom, mais je sais plus qui c'est. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est Botch? Un Butch, je sais pas trop comment on prononce. En avant-match qui dit oui, la semaine prochaine, venez au show, un petit gars de chez nous, Tito Santana, machin, va avoir une chance pour devenir champion du monde. Parce que voilà, Nick Bockwinkel était un lutteur de la AWA, très grand territoire. Peut-être le plus grand territoire en termes de surface. Et le territoire AWA durant les années 80, il était en dehors de la NWA. Il n'était pas intégré à la NWA. Donc, et le territoire était tellement grand, tellement prestigieux, que son championnat du monde, le championnat poids lourd de la AWA, était considéré également comme un titre mondial. Donc à hauteur du titre NWA vraiment. Et il partait faire la tournée
des territoires américains. Il allait même le défendre au Japon. Donc très très gros prestige. Et Tito Santana, voilà, il a annoncé, le petit gars du coin, il a gagné un tournoi pour pouvoir aller affronter Nick Bockwinkel. Donc c'est vraiment notre petite pépite à nous. Venez le soutenir, machin, venez l'encourager. Et si vous venez l'encourager, venez avec des pancartes, des signs. Et le mec annonce que tous les gens qui viendront avec des signs pour encourager Tito Santana repartiront avec un cadeau. Et que, je crois qu'il dit les 3 ou 5 signs qui seront sélectionnés, en plus de ceux, alors tout le monde gagnera, et en plus de tous ceux qui ont ramené des signs, je crois que les 3 ou 5 meilleurs signs, voilà, eux auront une photo dédicacée en plus de la part de Tito Santana. Donc voilà, le petit côté, voilà, venez soutenir notre héros local et puis vous serez récompensé, machin et tout. C'est vraiment chouette. La promo de Nick Bockwinkel en match, mais alors elle est super. Nick Bockwinkel, vraiment, une tuerie. Bref, ensuite le match typique, hyper bien construit, avec ce petit côté des années 80 que j'aime bien en mode on va faire une lutte au sol, un peu comme beaucoup de matchs de ce classement. On va créer des situations, comment tu vas essayer de t'en dépatouiller, hop, je te contre, machin, et puis on va quand même faire des séquences debout très segmentées. Le babyface qui revient, Tito Santana, machin, hop, il est debout, petite séquence de 15-20 secondes debout, hyper dynamique, on se projette dans les cordes, machin, et puis hop, on finit par retourner au sol, avec une domination soit d'huile pour couper le momentum du face, soit du face pour conserver son momentum et continuer à faire popper la foule. Donc voilà. On passe ensuite, match numéro 3. Je crois qu'on est sur le podium, oui. Bob Backlund contre Muraco, le 21 septembre. Un Texas Death Match. Voilà, je précise parce que je crois qu'il y a d'autres matchs aussi entre les deux sur l'année. Je sais plus, bref, on s'en fout. Voilà, super match, bien construit. Don Muraco, excellent catcher. Un peu le pendant de Bob Backlund dans le côté. Alors, je vous avais parlé, genre, pour l'année 1980, Bob Backlund, il excelle. Enfin, il excelle. Sa formule de match quasi exclusif, c'est je mets du drama et j'essaie de faire monter la hit sur mon adversaire, machin, et j'essaie d'amener le match dans une dimension épique. Quand ça marche, c'est des tueries. Quand ça matche pas, et je vous avais déjà dit contre des lutteurs très bons comme Stan Hansen par exemple, quand ça matche pas, bah ça matche pas. C'est un match totalement plat, voire nul, notamment contre Harris aussi. Très plat, très étonnant. Alors que des fois, quand ça clique, boum, grosse tuerie. Et bah contre Don Muraco, grosse tuerie. Don Muraco, il est un peu sur le même registre de moi je suis le gros heel charismatique, et il joue très bien avec son personnage. Et Bob Backlund joue également très bien avec son personnage de babyface charismatique, un peu un duet de la foule. Alors Muraco est plus charismatique je trouve, mais l'association marche bien parce que les deux sont charismatiques dans leur genre. Les deux, Bob Backlund, il fait en sorte que les constructions de ces matchs font en sorte que le heel, ça tire une grosse hit. Don Muraco, il adore jouer avec la hit, notamment en faisant des caisses avec son personnage. Dans le ring, les deux sont excellents. Ça matche très bien entre les deux. Et ils ont cette tendance tous les deux. Alors je l'attribue plus à Bob Backlund d'amener ce match dans des dimensions un peu épiques, machin. Et Don Muraco suit bien. Et ça met un super match que je notais à 4 étoiles. Donc voilà, on va pas s'attarder plus. Numéro 2, Stan Hansen contre André le Géant le 23 septembre 1981. Donc à la New Japan Pro Wrestling. Super match. André, super worker. Je pense que c'est le meilleur match de la carrière d'André, que je note à 4 étoiles. Voilà, grosse brawl, ça dure un quart d'heure. André, très bon worker, il travaille le bras de Stan Hansen tout au long du match. Et on voit que c'est quand même un lutteur qui était vachement intelligent. Et on le voit dans sa construction de match. Et puis, chose hyper intéressante, et c'est ça dont a besoin André pour faire des grands matchs, c'est qu'il a besoin de gros adversaires. Je dis gros adversaires, je parle en termes de gabarit. Parce que le problème d'André, c'est qu'il va dominer 95% de ses matchs. Enfin, 95% de ses matchs, ça va être des matchs à sens unique. Parce qu'en fait, le mec il est beaucoup trop massif, quoi. Beaucoup trop grand, beaucoup trop large. Et tu peux pas faire des dominations crédibles. C'est ça le truc. Alors quand il affronte des mecs comme Hulk Hogan, je crois que je l'ai mis dans le top l'année d'avant. Je sais plus, bref, on s'en fout.
Hogan il est grand et il est massif. Je parle des matchs des débuts des années 80, pas celui à WrestleMania 3, parce qu'André est trop fatigué. Mais ouais, Hogan il est massif, il est grand, et il peut dominer André. Il peut avoir des phases de domination. Et André il peut vendre. Et c'est ça le truc. Quand il y a des matchs où André il peut vendre, tout de suite ça met une dynamique largement plus différente. Et puis ça donne des matchs beaucoup plus accrochés. Et là, quand Stan Hansen, alors, ce qui est hyper étonnant quand même, c'est que Stan Hansen il va avoir des grosses dominations. Enfin, des grosses dominations. Il va avoir quelques petites phases de domination sur le match. Permis parce que le mec c'est un gros gabarit, Stan Hansen, et puis c'est un bon bœuf. Hein. Mais malgré tout, il a quand même l'air sur certaines images, il a quand même l'air d'un gamin à côté d'André. Et ça, c'est hyper impressionnant, quoi. Parce que Stalensen, on connaît, quoi. Le mec, il est grand, il est massif, c'est une grosse brique. Et malgré tout, quand il se retrouve isolé dans un coin, repoussé dans un coin par André le géant, André le domine, mais c'est indescriptible, quoi. Faut vraiment voir l'image d'André qui repousse Hansen dans le coin et qui le domine de la tête et des épaules, quoi. Il est beaucoup trop grand, quoi. C'est incroyable. Je pense que c'est 1981-1982, je pense que c'est les années où André est le plus impressionnant physiquement. Après, bon, malheureusement pour lui, il va continuer à grandir, mais il va commencer à se voûter un peu. Donc il aura moins on va moins avoir cette impression de gigantisme quand il va continuer à affronter des gros gabarits, notamment Hogan. Quand on voit les matchs contre Hogan au début des années 80 et le fameux match à WrestleMania 3, on a l'impression qu'Hogan il est quasiment à la même taille qu'André, quoi. Alors qu'au début des années 80 c'était pas du tout le cas. Enfin bon, bref. Chose intéressante, juste pour l'anecdote, il y a un faux finish dans le match. Enfin, il y en a deux. Il y a un premier faux finish, et après il y a un vrai faux finish. On arrête le match sur un faux finish. Mais je pense que le premier, en fait, il n'était pas du tout prévu. En fait, les deux lutteurs ils partent à l'extérieur, ils commencent à se foutre sur la gueule, machin, mais l'arbitre il compte, et il arrive au décompte. Donc il sonne, décompte extérieur, et en fait, dès qu'il y a la cloche qui sonne, Hansen il pousse André, il remonte dans la ligne, il tourne la tête comme ça, il fait non, 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 à l'arbitre, non, 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 non. Et là, en fait, tu comprends que c'était pas du tout censé se passer comme ça. Et t'as André qui remonte dans la ligne et qui chope l'arbitre, il fait oh, alors, je sais pas ce qu'il lui gueule dessus, mais ouais, refais sonner la cloche, remets du temps, machin. Et finalement, le match va reprendre, etc. Bonne brawl, comme je l'ai dit, super match. Et voilà. Et on va passer de Stan Hansen à Stan Hansen. Le match de l'année. Alors, Stan Hansen fait pas partie du match. All Japan Pro Wrestling, finale de la World Tag League 1981. Les frères Funk, donc Dory Funk Jr. et Terry Funk, contre Bruiser Brody et Jimmy Snuka. Pourquoi je parle de Stan Hansen? Parce que ça va être les débuts officiels de Stan Hansen à la All Japan Pro Wrestling. Et c'est super important parce qu'après il ne va plus jamais la quitter, la compagnie de Giant Baba. Donc fin d'année 81, du coup le 13 décembre, Stan Hansen fait le saut à la All Japan Pro Wrestling. Il accompagne Bruiser Brody et Jimmy Snuka au ring. Et tellement le mec c'est une méga star, le public va en avoir Dieu, mais que pour Stan Hansen. Déjà, le match il n'a même pas commencé que les fans ils chantent Hansen, Hansen, Hansen. Tellement le mec c'est une star. Le match va être super bien construit. Si vous regardez le match, il faut avoir à l'esprit que il y a une grosse feud entre les frères Funk et Bruiser Brody qui commence en 81, qui va se poursuivre l'année suivante. Il va y avoir plein de matchs entre Bruiser Brody contre Terry Funk, Bruiser Brody contre Dory Funk en 1 contre 1, Bruiser Brody et différents partenaires, parce que ça va tourner là pour la Tag League. Il faisait équipe avec Snuka, donc là il est avec Snuka contre les frères Funk, mais il y a plein de match-up entre les Funk et Brody. Donc grosse animosité entre tout ce beau monde. Jimmy Snuka tient la dragée haute. Voilà, franchement, très, très solide dans le match, franchement. Il apporte un petit peu de voltige avec un petit saut de la troisième corde. Voilà. Ça mange pas de pain. Jimmy Snuka est pas le plus mauvais dans le match. Et puis, voilà, ça marche super bien. Je ne suis pas beaucoup détaillé le match. Allez le voir. Finale de la Tag League 81. Très bon match. Alors je monte à 4,5, je pense que j'étais pas à 4,5, je pense que j'aurais plafonné le match à 4, 4 1 quart. Là je me permets de monter à 4,5 pour déjà pour l'avant-match parce que c'est super. C'est un Hansen qui arrive, machin, grosse pop et tout.
Il intervient dans le match parce que allez, à 5 minutes de la fin, il y a une bagarre extérieure entre Terry Funk et Bruiser Brody qui éclate. Salansen s'en mêle en portant une close line, donc sa fameuse lariat à Terry Funk. Terry Funk qui va vendre pendant les 5 dernières minutes du match et même sur l'après-match il va pas revenir, il va rester dehors en train de vendre. Donc ça pose Talensen comme un mec dévastateur, sa lariat surtout. Et puis, chose super cool, c'est que pendant que Terry Funk il va vendre, il va y avoir cette fameuse mise en situation de les deux heels sont contre le babyface tout seul. Et j'ai aucun souvenir, ces dernières années, de quand il y a cette situation là, à chaque fois, le babyface il est en péril, machin, il est à 2 contre 1, et pourtant il va résister mais 4, 5, 6, 8, 10 minutes, jusqu'à ce que son partenaire revienne, on fait le hot tag, et tac, 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 victoire des babyface. Comme par hasard, le babyface il a réussi, à chaque fois, hein, le babyface il réussit à tenir, à résister au heal pendant 10 minutes. Et ben là non. Et c'est réaliste en fait. Parce que Dory Funk il a 20 minutes de match dans les jambes. Alors c'est un match tag donc il fait pas les 20 minutes en intégralité, mais voilà, il en a pris plein la gueule pendant 20 minutes, à l'extérieur, dans le ring, machin. Et là il se retrouve contre Jimmy Snuka et Bruiser Brody. Donc c'est deux grosses baraques. Et ils vont lui en mettre plein la gueule pendant 5 minutes. Et il va faire kick out. Et il va faire kick out. Et il va faire kick out. En attendant peut-être un éventuel retour de son frère pour venir le sauver. Sauf qu'à un moment donné, ben, le mec il peut plus quoi. Il prend trop dans la gueule quoi. Donc à un moment donné, ben, il perd. Normal. Et donc, c'est un peu ce côté-là des années 80 qui est chouette. C'est que on n'est pas que dans les clichés de faire avant, générer la foule un peu, allez le babyface, machin, tout ça. Bah, il y a des fois ils vont le faire, forcément. Mais pour que ces côtés-là marchent, en fait, il faut que des fois, bah, le babyface il réussit pas à résister quoi. Et des fois, il faut qu'il perde. Parce que sinon, c'est trop facile. À chaque fois que tu vois le babyface en péril, tu fais bon. Franchement, il peut prendre 15 finishers, il va pas perdre. Tant que son partenaire il est pas revenu, il va pas perdre. Donc bon, ça sert à rien de s'exciter, machin. Le match va pas se finir tout de suite. Alors que quand tu fais des finishes comme ça, où le match se finit réellement, eh ben oui, là, il y a les fois où tu vas voir le babyface en PL, tu vas faire. Est-ce qu'il va réussir à se sortir? Est-ce que l'autre va revenir? Machin et tout. Là, ça te pose une certaine condition. Quoi. C'est comme aujourd'hui, il faudrait que les lutteurs gagnent autrement qu'avec leur finish exclusif. Quoi. Ce serait bien. Exemple, Randy Orton, il gagne tous ses matchs par RKO. Voilà. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas gagné un match avec autre chose qu'un RKO? Sur les 10 dernières années, peut-être qu'il en a gagné quoi? 5 sans faire de RKO. C'est abusé quoi. Si tu vois pas un RKO, t'es sûr que le match est jamais fini quoi. Tu peux faire. Le mec peut faire la plus grande prise de tous les temps, voilà, ce sera jamais fini. Alors que si de temps en temps il gagnait avec. Même quand il affronte un mec de mi-card, si il fait sa superplex de la troisième corde, s'il gagne là-dessus, et ben des fois sur d'autres matchs, quand il va caler sa superplex de la troisième corde, il y a des fois bah, tu vas peut-être dire ah c'est la fin, ah non, bien joué, dégagement. Alors que là, le mec il peut faire toutes les prises qu'il veut s'il n'y a pas le RKO. Alors après le RKO c'est un peu spécial parce que voilà ça fait popper la foule, je pense que c'est la prise la plus aimée de tout le monde. Enfin la plus aimée. Chez les fans de WWE. J'imagine. Bref, donc le match super, l'après-match super parce que Brody et Snuka ils gagnent le match, donc ils gagnent le tournoi. Donc il y a les trophées qui arrivent, machin, ils commencent. Ils célèbrent même pas vraiment parce que t'as Dory Funk qui revient, voilà, parce qu'il vient s'en prendre à Snuka parce que voilà, il y a de la haine entre tout ce beau monde. Donc il arrive, donc Snuka et Brody, bah, ils cassent la gueule à Dory Funk, et Dory Funk il essaie de s'accrocher. Donc Starlansen il commence à s'énerver, il fait bon, l'autre il commence à m'énerver, le vieux Texan là. Donc boum, Starlansen il arrive, il lui casse la gueule. Il y a Giant Baba et Jumbo Tsuruta, donc les deux gros babyface de la compagnie. T'as Giant Baba, le fondateur, machin, lui c'est Dieu à la All Japan, et t'as Jumbo Tsuruta, son disciple, machin, amené à prendre la suite et tout. Les deux arrivent, ils font le ménage dans le ring. Starlansen il arrache la chemise, il fait oh, j'en ai marre et tout, et puis il y a tout le monde qui s'en va. Starlansen il se fait ouvrir. Donc il saigne, retour au vestiaire, petite interview, donc t'as Giant Baba qui parle, et bon c'est en japonais donc je comprends pas, mais c'est entrecoupé de moments où on passe de Giant Baba à Starlansen, on revient sur Giant Baba, on repart sur Starlansen, et c'est dans les vestiaires, et t'as Starlansen il est fou, il pisse le sang machin, il fait non mais c'est quoi ces conneries et tout, moi je viens moi je viens juste aux abords du ring et tout, et c'est comme ça qu'on me traite,
on traite pas Stan Hansen comme ça va pas se passer comme ça. Voilà, on est où là, hein? Alors que les mecs étaient en train de casser la gueule d'un gars après match, gratos, enfin gratos. Dory Funk qui vient un peu chercher les emmerdes, entre guillemets, hein, tu comprends parce qu'il y a la fuite derrière. Il se fait casser la gueule, et Stan Hansen, lui, complètement gratos, il va l'attaquer. Et derrière, c'est lui qui fait la morale, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, on me respecte pas, machin et tout. Vraiment, pour l'après-match, et pour l'avant-match aussi, et tout le côté autour, tout ce qu'apporte Stan Hansen dans le match en fait. Mais à un moment donné, quand je vous dis qu'il attaque Terry Funk avec sa layat, à un moment, il sort son protège-coude, sa coudière là, il l'enfile, et en fait, à ce moment-là, il y a un plan large. Et du coup, il y a le ring, et en fait, Stan Hansen, il est de l'autre côté du ring. Donc il est un peu au second plan. On le voit pas vraiment, mais vu qu'il prend de la place, hein, il est massif. On le voit faire ça, machin, à l'arrière, et incroyable, t'as tout le public qui se lève, mais d'un coup en mode waouh, on va voir Stan Hansen, il va attaquer Terry Funk, machin. Tout ce qu'apporte Stan Hansen, même s'il fait pas grand chose, franchement, ça me fait monter un peu la note. Donc voilà, 4,5 match de l'année, finale de la World Tag League 81, 13 décembre. Voilà, j'avais dit pour l'année 1980 que. Enfin, j'avais fait de Bob Backlund le lutteur de l'année en 1980. En 1981, je vais partir sur Terry Funk. Parce que Terry Funk en 81, que ce soit au Japon, en babyface ou aux États-Unis en heel, dans n'importe quel territoire, le mec il est pertinent. Enfin, à chaque fois, le mec il est très bon dans le ring. Il est super pertinent parce qu'il est dans les programmes phares. Et c'est une star quoi. À chaque fois, le mec est tellement une star que dès qu'il est dans un territoire, boum, on le met tout en haut quoi. Donc voilà, je fais pas plus long, la vidéo est déjà très longue, il faut que je me sauve. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, je pense que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour un petit épisode rapide de TOW, et après on repart sur l'histoire de New Japan. Salut tout le monde, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.